seulement. Celui-ci a bénéficié d'une rallonge de 13 mois à compter du 19 mai 2021 jusqu'au 30 juin 2020. Il a pour objectif principal l'amélioration de l'accès aux infrastructures de base pour les populations vivant dans les quartiers précaires ici, dans la ville des Points-Noirs, le renforcement des capacités du gouvernement et des municipalités, ainsi que les personnes ressources des quartiers pilotes en matière de restructuration urbaine. Notons également que le projet d'URCAP compte 4 composantes principales. La première concerne l'intégration et la restructuration des quartiers. La seconde est liée au renforcement des institutions et des capacités. La troisième est relative à la gestion, la coordination et l'évaluation du projet. La quatrième est dite composante cercle, en anglais, Contingent Emergency Response Component. C'est ainsi dire que c'est une composante à allocation de fonds nuls. Mesdames et messieurs, la réunion de la conférence de presse de ce jour. Je vais commencer par remercier tous ceux qui ont sacrifié un peu de leur temps pour assister ou participer à cette conférence de presse, à cet échange avec la presse. Comme vous le savez, gouverner, c'est aussi communiquer. Parce qu'il faut donner l'information aux citoyens lambda pour que ce dernier puisse évaluer, mesurer ce que les gouvernants ou les gestionnaires de la cité réalisent comme œuvre. Le chroniqueur nous a dit tout à l'heure que le projet d'URCAP est un projet de restructuration, en tout cas en profondeur, des quartiers précaires de la ville de Pointe-Noire et même celle de Brazzaville. Pour ce qui concerne Pointe-Noire, ce projet qui est cofinancé par l'État congolais et la Banque mondiale, pour la ville de Pointe-Noire, dans un premier temps, 2 quartiers avaient été retenus. Un quartier au niveau de l'arrondissement 4, c'est le quartier que nous appelions hier quartier pilote. Administrativement, on l'appelle Signali 1. Et à l'arrondissement 3, un autre quartier pilote avait été choisi. C'est le quartier Bougou, que nous appelions vulgairement quartier Mounios. Aujourd'hui, lorsque nous passons dans ces quartiers, nous nous apercevons qu'un travail a été fait, et ce travail est visible, une transformation en profondeur de ces 2 quartiers. Une transformation est désormais visible. On va dire que les conditions de vie des populations de ces 2 quartiers ont fondamentalement changé. Signe que le gouvernement de la République et la Banque mondiale avaient raison de mettre en place ce projet de restructuration de ces 2 quartiers. Pour ceux qui y vivent, ceux qui sont ponténégrins, nous ne nous démentirons pas. Ces quartiers ont véritablement changé. Lorsque l'on regarde ce qu'ils ont été il y a 2 à 3 ans de cela et que nous les voyons aujourd'hui, il y a une vraie valeur ajoutée infrastructurelle qui fait que
c'est devenu, on va dire, les quartiers les plus modernes de Pointe-Noire. Mais le vrai enjeu du Durkheim, ce n'est pas tant les deux quartiers, parce qu'en tant que Port-de-Lévin, nous pouvons dire que les 84 à 86 quartiers de Pointe-Noire, je prends là les quartiers, le nombre de quartiers que nous avions à l'époque, parce que je sais que certains arrondissements ont vu leur situation territoriale s'agrandir, mais en tout cas, les 84 à 86 quartiers que comptait Pointe-Noire hier, si nous enlevons les deux quartiers qui ont été restructurés, on peut considérer que tous les quartiers de Pointe-Noire sont des quartiers précaires. Et donc, il y a lieu désormais, dans les politiques publiques locales, qu'une sorte d'implémentation soit mise en place pour que ce modèle, ou ces deux modèles de quartier, soient métastasés dans les autres quartiers, pour que tous les quartiers de Pointe-Noire deviennent des quartiers restructurés, des quartiers modernes. C'est l'enjeu, en fait, le défi que les acteurs publics aujourd'hui devraient relever, notamment les collectivités locales de Brazzaville et de Pointe-Noire. Pour parler de Pointe-Noire, il est question que la ville ou les structures municipales s'approprient la forme d'organisation mise en place par le Durkheim pour en faire, on va dire, une structure pérenne. C'est-à-dire que toute la structuration telle que déclinée par le chroniqueur tout à l'heure, M. Babokaki, qui est le communicateur du projet, toute cette structuration devrait désormais, à la fin du projet, devait donc intégrer la structure municipale pour que nous puissions continuer à partir de ces prérequis, donc ces acquis, que nous puissions continuer à perpétuer dans tous les quartiers ce que nous appelons aujourd'hui le Durkheim. Nous l'appellerons peut-être demain la restructuration des quartiers, la modernisation des milieux de vie, parce qu'il s'agit de cela. Et comme vous le savez, la bonne intention, les bonnes idées ne suffisent pas en matière de gestion, on va dire, publique. Il faut des moyens. Et ces moyens ne sortiront pas du ciel. Ces moyens doivent être pensés. C'est pourquoi, à côté de la restructuration des quartiers, le Durkheim est allé un peu plus loin pour d'abord créer les conditions pour que l'impôt local dans les quartiers structurés soit facilement collecté. Cela signifie que il nous faut, pour collecter l'impôt, savoir où se trouve le contribuable. Et pour savoir où se trouve le contribuable, il y a une seule chose, c'est de connaître son adresse. Il habite 15 rue Luango. Et lorsque l'agent des impôts ou l'agent de la mairie chargé de la verbalisation descend sur le terrain, il sait où il va. Il va chez le contribuable X qui a une boutique tant. Et tout cela est fait grâce à l'adressage. Et donc, l'une des composantes du Durkheim, c'est le renforcement des capacités municipales en termes de maîtrise de l'espace fiscal à travers
un adressage qui pourrait déboucher demain vers un cadastre fiscal. Parce que lorsque l'agent des impôts descend sur le terrain, il doit savoir où il va et qu'est-ce qu'il va aller rencontrer là-bas. Et c'est tout cela qui procède au renforcement, on va dire, de la maîtrise des ressources réelles et potentielles de la collectivité. Et donc, le Dieu Jacques nous amène vers cela, parce que ce projet, qui est un projet pratiquement intégrateur, veut que, en même temps que nous construisons, en même temps que nous puissions profiter de l'ordre que nous avons mis dans le quartier, parce que lorsque le Diocap s'est installé, on a créé des routes. Bon, on construit des marchés aussi, des écoles bien sûr, mais pour nous, en termes de fiscalité, on a déjà le marché, un marché bien construit, structuré. Ça permet à la collectivité de mieux collecter la taxe sur l'occupation de la place dans le marché, les droits de place dans les marchés. Et puis dans les quartiers, savoir où se trouve, combien de boutiques se trouvent dans tel secteur et que peuvent payer ces boutiques à la collectivité. Vous voyez que ce projet, je peux l'appeler projet intégrateur, parce qu'il prend plusieurs composantes et débouche vers une potentielle ou bien un potentiel enrichissement de la collectivité qui, tenez-vous bien, lorsqu'on construit des infrastructures, ce n'est pas le plus difficile. Construire n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est entretenir, maintenir. Et cela demande beaucoup d'argent, ce qu'on appelle les charges récurrentes des investissements. C'est des charges qui reviennent régulièrement, mais qui sont importantes. C'est vrai, pendant 5 ans, nous pourrons bénéficier de la route sans problème, mais à la 6e année, quelques problèmes commenceront à se poser, mais il faut les financer, sinon nous perdrons, in fine, le bénéfice de toute cette restructuration si nous n'avons pas prévu les moyens de supporter les charges récurrentes des investissements tels que nous les avons construits. Donc vous voyez que le GECAF a 2 objectifs. Un, restructurer les quartiers. Et ils nous ont donné 2 exemples. Le premier, les 2 premiers sont donc Tignani 1 et Bougou. Maintenant, c'est à nous de prendre le relais. C'est vrai que nous pouvons avoir la chance d'obtenir un 2e GECAF, peut-être. Tout cela dépendra certainement des négociations entre l'État et la Banque mondiale. Mais d'ores et déjà, il faut que dans les politiques municipales internes, que ce concept soit implémenté. Nous sommes en train d'aller inexorablement vers ces élections. Nous pensons que pour les acteurs de demain, qui vont gérer la collectivité locale demain, doivent avoir en tête comme premier projet l'implémentation du GECAF. Si nous commençons à faire 200 mètres de route pavée dans un quartier, le quartier qui bénéficie de la zone qui bénéficiera des 200 mètres va se transformer. Et donc, pour que nous mettions toutes les chances de notre côté, il faut que les budgets municipaux de demain puissent être capables de prendre en ligne de compte cette implémentation. C'est seulement à ce prix que nos quartiers, tous nos quartiers, vont être modernisés. Et la Banque mondiale
nous a donné une piste. Et cette piste-là, nous devons la suivre parce que nous pensons que c'est le meilleur moyen de transformer nos quartiers. Parce qu'il s'agit de cela. Une collectivité locale, c'est l'État à proximité des populations pour régler les problèmes des populations au plus près et le plus rapidement possible. Malheureusement, on peut dire, ça c'est le petit bémol, c'est que le transfert de compétences aujourd'hui ne suit pas, plutôt le transfert des moyens ne suit pas le transfert des compétences. Beaucoup de compétences, mais les moyens sont limités. Mais je crois que face à cette quadrature du cercle, les dirigeants des collectivités locales doivent faire des choix politiques judicieux pour que la visibilité de l'action publique soit efficace. Et je pense que personne, aujourd'hui, à moins que nous soyons aveugles, même l'aveugle, verra que hier, quand il passait au quartier Guy Mouyosé, il n'avait pas la fluidité que nous observons aujourd'hui. Donc, il y a eu un changement à la fois quantitatif, donc le nombre de kilomètres de route avec pavé. Le projet d'URCAP prévoyait 10 km, je pense, à beaucoup, et 10 km à Tignambi. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 60 à 70% de réalisation. Le projet continue, puisqu'il ira jusqu'au mois de juin. Il reste certainement 3 mois. Est-ce qu'en 3 mois, nous allons rattraper tout ce qu'il y a à rattraper? Je pense que oui. Surtout en ce qui concerne les infrastructures annexes ou connexes aux routes, par exemple les écoles, le marché de Tignambi, je pense que c'est cela, le marché de Tignambi qui est pratiquement terminé, mais on attend la toiture en fer qui revient du Liban, je pense que c'est cela. Mais bon, d'ici là, cette toiture arrivera. Et pour les écoles, je crois que les travaux sont très avancés. Pour les journalistes que vous êtes, c'est aussi important de toujours descendre sur le terrain pour aller confronter l'information. Et on n'a toujours pas besoin d'attendre l'autorité établie pour faire quelques commentaires, surtout quand ça va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations, parce que nous observons malheureusement que la presse aussi se plaît, se complaît aux informations croustillantes. Il faut aller plutôt filmer un cours d'eau ou bien une mare d'eau que d'aller filmer les avancées de la vie. Bon, c'est le rôle du journaliste d'investigation, mais je pense qu'il faut équilibrer l'information. Il faut équilibrer l'information. Je ne fais pas un cours de journalisme à nos amis, mais aussi il faut équilibrer l'information, c'est-à-dire que à chaque fois que vous avez une information qui peut être négative, ben, il faut interroger les autorités. Vous avez les maires d'arrondissement, vous avez les acteurs au niveau central, le directeur des travaux urbains, le maire, pourquoi pas, puisque le maire est un élu de proximité, il doit être accessible. Et donc, tout cela peut procéder à une meilleure gestion, une gestion pacifiée de la vie. Je ne vais pas vous arracher tout ce que vous aurez à dire, peut-être que vous avez des questions. C'est une introduction pour lancer le débat avec vous, parce que vous aussi, c'est sûr que vous avez des idées, c'est sûr que vous avez visité ces chantiers, certainement que vous avez vu quelques insuffisances qui peuvent être des suggestions pour améliorer ce que nous avons fait, ce que l'objectif a fait. Il faut remercier vivement le gouvernement de la République qui a eu, on va dire, cette intelligence de faire avec la Banque mondiale ce que nous venons de voir. Je pense que ce qui a été fait à Tignambi 1 et en beaucoup reste inédit et que pour nous, c'est un moyen ou plutôt un exemple que nous devons suivre pour transformer la vie de l'enfant. Voilà l'introduction que je voulais faire pour laisser à nos amis de la presse quelques fenêtres pour poser des questions. Donc je suis à vous
remis la parole au modérateur pour qu'il engage le processus du débat. Je vous remercie. Adressé par les différents experts de la presse ici porte principalement sur l'adressage. Et dans le cadre du projet DURCAP, il s'agirait des routes, notamment de votre niveau de satisfaction sur le taux d'exécution de ces routes. Les quelques routes qui ne sont pas dans la zone du projet, qu'en est-il? Est-ce que ces routes auront la chance de bénéficier de ce projet? Sur l'adressage, les plaques d'adressage existantes depuis quelques années dans la ville, qu'en est-il concrètement? Est-ce que c'est une autre phase d'adressage? Et M. Adia Mouzéo, qui vient de poser la question de savoir si vous étiez un maire heureux au vu de ce projet DURCAP et quel serait votre souhait pour la suite. Vous avez la parole pour les réponses, M. le maire, avec tout le respect. Bon, très bien. Je vais commencer par remercier les trois amis qui ont posé des questions. Je voudrais d'emblée dire que le projet DURCAP n'est pas venu pour régler comme par un coup de baguette magique tous les problèmes de la ville de Pointe-Noire. Comme vous le savez, je l'ai dit, le modérateur aussi, c'est un projet pilote qui a concerné 2 quartiers sur 84-86 qui comptent Pointe-Noire. Donc aujourd'hui, la plupart des quartiers de Pointe-Noire, je le disais tantôt, sont des quartiers précaires. Mais ce que je n'ai pas dit dans mon introduction, c'est qu'à côté du DURCAP, il y a un autre projet, celui-là, c'est avec le ONU Habitat, qu'on appelle le PPAD. C'est le programme participatif d'amélioration des bidonvilles. Là aussi, c'est un projet qui ressemble au DURCAP, mais c'est une autre forme d'organisation. Mais aujourd'hui, ce projet a retenu aussi 2 quartiers. Le quartier CAM4, que nous appelons donc vulgairement CAM4, et le quartier Bota. Ces 2 projets n'ont peut-être pas la même configuration, mais visent le même objectif. Et l'expérience que nous tirons de tout cela, c'est que ces projets qui sont financés par l'État, avec le concours des organismes internationaux, devraient faire l'objet d'une politique pérenne au niveau local. Alors, donc, pour répondre directement aux questions posées, je voudrais d'abord dire à M. Alphonse Cloudy que oui, il y a un projet d'adressage qui existe, qui est géré par la direction de l'informatique de la mairie. Ce projet est issu d'une séquence qui part de, on va même dire, des années 96, 97. 96, parce que c'est le maire Sister qui était là. C'est le registre foncier urbain. C'est un projet qui a été financé par l'Agence française de développement à l'effet de mettre de l'ordre dans l'adressage de la ville pour, in fine, faire que la ville puisse bénéficier de tout son potentiel fiscal et parafiscal à travers, on va dire, la maîtrise, disons, de l'assiette fiscale, parce que ce projet permettait à la ville de savoir où se trouve le citoyen lambda qui a une activité commerciale. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi la mise en ordre
on va dire, disons, du repérage des habitations des uns des autres, comme à Brazzaville. Mais je vous signale qu'à Brazzaville, et pourtant, nous savions, depuis la nuit des temps, quand on vous dit allez-y à 15 rue Bakongo, vous savez là où vous allez. Mais il y a quand même eu un début d'adressage. Et Brazzaville se bat pour un projet d'adressage du genre RFU à Pointe-Noire. Pourquoi? Parce que l'adressage du 15 rue Bakongo, c'était un adressage pour juste connaître où se trouve la parcelle. Or, nous, ici, il s'agit de combiner, connaître la parcelle et rentabiliser cette parcelle. Parce que dans les parcelles, on peut trouver des parcelles où il y a 4 boutiques. Il y a des parcelles d'habitation. Mais quelle que soit la parcelle, potentiellement chaque parcelle est un producteur de revenus. Pourquoi? Nous avons par exemple la taxe immobilière, nous avons le foncier bâti, nous avons le foncier non bâti. Mais si nous ne savons pas où se trouvent ces entreprises, ces parcelles, nous ne pouvons pas rentabiliser, on va dire, le potentiel économique qui se trouve dans la ville. Alors donc, ce projet adressage du DURCAP, tenez-vous bien, dans un premier temps, commencera par les quartiers qui ont été restructurés. Et je ne pense pas que le projet RFU, donc le projet dont parle notre ami Doumbi, soit arrivé jusque là-bas. Et aujourd'hui, avec l'ordre qu'on a mis dans le quartier, il y a des poches, on va dire, des poches de rentabilité fiscale et parafiscale pour la ville. En même temps que ça nous donne une certaine visibilité du quartier. Donc, aucun projet ne vient se reposer sur l'autre. Lorsqu'il s'agira de faire dans toute la ville, on prendra le soin de voir à quel niveau on a commencé, à quel niveau on s'est arrêté, parce que le premier projet n'a pas pu se finir puisqu'il nous manquait les financements, puisque l'Agence française de développement s'était retirée. Et ce projet est resté au sein de la mairie, poussi poussa, bon an, mal an. On a essayé de pousser, mais la base de données existe. La base de données existe, mais ce projet n'avait concerné, je pense, que 2 arrondissements. Je parle sous le contrôle du directeur de l'informatique. Je crois que c'est 2 arrondissements, l'arrondissement 1 et même l'arrondissement 1, c'était plus le centre-ville, parce qu'on pensait que c'était la zone la plus rentable, et une partie, je crois, de Tieti. Mais je ne pense pas que ce projet se soit fait dans toute la ville, parce qu'il y avait une question de moyens à mettre en œuvre. Mais ce qu'il faut remarquer et retenir, c'est que, dans un premier temps, on nous donnera les rudiments pour faire, même quand le DURCAP sera parti, on nous donnera donc tous les rudiments nécessaires pour réaliser ce projet. Et je vous signale qu'aujourd'hui, nous avons un observatoire. Et si vous voulez avoir quelques informations, allez-y à Guandili. Le maire de Guandili est là. Dans l'ancienne résidence du maire de Guandili, vous allez trouver là-bas l'observatoire, disons, tel que nous le disait le modérateur, l'observatoire urbain, qui est là, équipé pour faire tout ce travail. Et donc, si c'était que du provisoire, ils n'auraient pas investi autant, parce que c'est le DURCAP qui a tout payé, qui a tout équipé. Donc, il y a comme une sédentarisation. Et le DURCAP, qui va se transformer en structure municipale demain, est en train de mettre les genoux pour que tout cela se mette en œuvre. Il y a un point focal qui est là, qui va poursuivre l'action pour le compte de la municipalité et de rendre compte à la hiérarchie. Donc, je
Je me ferai compléter par les techniciens sur cette question, mais ce que je peux dire grosso modo, c'est que la première étape de l'adressage dont on parle ici se fera dans les quartiers qui ont été d'abord restructurés, et de la même façon, l'implémentation se fera au fur et à mesure que nous allons avancer dans d'autres quartiers, sans perdre le bénéfice de ce qui avait été fait au départ avec le RFI. Maintenant, vous avez parlé des routes en pavé qui se construisent et d'autres se sont arrêtées. Oui, c'est vrai. Mais vous savez pourquoi? Bon, je ne vais pas ici étaler les secrets de la maison. Mais par contre, en ce qui concerne la route de Safoumou, il faut avouer que nous avons eu des problèmes avec l'opérateur économique. Cet opérateur économique que nous sommes en train de poursuivre déjà au niveau de la justice a perçu l'avance de démarrage, est allé jeter quelques graviers là-bas. Je pense, je ne vais pas peut-être m'avancer, mais en tout cas, il est allé faire ce qu'il a fait. Et les travaux réalisés là-bas ne dépassaient même pas 15%. Je crois que c'était autour de 14%. Et il s'est arrêté. On ne le voyait plus sur le terrain. Nous l'avons convoqué pour savoir un peu ce qui se passait. Et le monsieur nous dit, non, mais moi j'ai fait tout le travail, je n'ai pas d'argent, je n'ai plus d'argent, il faut m'ajouter de l'argent. Ah, mais lorsque nous évaluons ce que vous avez fait, ce n'est même pas le demi-tiers du limite que nous avons donné. Et donc cette affaire-là est pendante devant la justice et nous sommes rentrés dans une procédure de substitution de l'opérateur économique qui devait faire ce travail. Malheureusement, la procédure a été bouclée, mais ça a coïncidé un peu avec l'assèchement de nos caisses. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais enfin, vous comprenez que nous sommes dans une situation économique assez difficile et la municipalité vit des moments difficiles. Mais bon an, mal an, je crois que plusieurs chantiers ont été réalisés. En dehors de celui-là, celui de vous, dont les gens parlaient tant, est achevé, parce que nous avons mis la pression sur l'opérateur économique qui a terminé. Et les autres chantiers, dont il reste quelques tronçons, quelques mètres, vont être achevés et je vous rassure que ça sera achevé. Par contre, ça ne rentre pas dans le cadre futur cadre. Ça rentre dans un autre cadre municipal. Parce que, comme je le disais tantôt, si nous avons une bonne fortune, je pense que le meilleur moyen de restructurer nos quartiers, c'est d'utiliser ces routes en papier. Et c'est ce que nous souhaitons faire et nous verrons quelle est la fortune que nous aurons. Mais je pense que dans la politique future de la mairie, il serait bon que, en termes d'investissement, que 80% du budget d'investissement aille vers la construction de telles infrastructures. Ça nous donnera plus de visibilité et ça transformerait mieux nos quartiers. Vous voyez même que là où il y a simplement une seule rue, ça transforme déjà l'environnement. Et ça, c'est le but poursuivi. Et cela a été un peu comme suscité par les bénéfices que nous avons observés au niveau bénéfices sociaux, j'entends, que nous avons observés lorsque les travaux de Michignabi et de Boubou ont été réalisés et achevés. Est-ce que c'est un autre adressage? Bon, j'ai répondu, hein, toutes ces opérations se complètent. Et monsieur, notre ami Amédée Masségo, s'inquiétait un peu pour dire mais le projet va bientôt finir, quand est-ce que nous allons? Non, mais je vous ai dit qu'il y a une pérennisation, en quelque sorte, au niveau de la mise en place de l'observatoire. Je pense que il y a un autre volet, ce volet-là, qui est le volet de l'adressage qui va continuer. Maintenant, les travaux vont s'achever dans 3 ou 4 mois, mais
qui ne dit pas que la Banque mondiale et le gouvernement de la République peuvent encore refaire un contrat comme celui-là et puis relancer les travaux, si ce n'est pas pour étendre dans ces quartiers-là, changer d'autres quartiers. Donc il faut toujours que nous puissions espérer. Mais je reviens sur le rôle que doit jouer la ville dans la réalisation de ce projet, dans l'implémentation du projet. L'adressage va continuer à se faire, même si nous allons au-delà de la date, de la deadline du projet. Êtes-vous un maire heureux par rapport à ce projet? Oui, par rapport au projet Biocap, oui. Parce que les populations sont satisfaites en tant que les journalistes. Et même lorsque le président de la République est venu mettre à disposition des populations ces infrastructures, nous avons senti l'effervescence populaire. Cela veut dire que les populations sont heureuses. Et quand les populations sont heureuses, les gestionnaires de la cité le sont aussi au plus haut niveau. Donc nous sommes satisfaits. Notre souhait, je réitère, et ça ne reviendra comme une litanie, c'est l'implémentation. C'est la pérennisation de ce genre de projet. C'est la leçon qu'il faut que nous puissions tirer. Hier, bon, on pensait que la modernisation de la ville, c'est seulement Général de Gaulle, c'est Indépendance, c'est Marien Wabi. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a plus de bénéfices en améliorant les quartiers à travers ce que le Biocap nous a démontré. Donc, je pense que le défi de demain réside là, dans cette façon de faire. Politique municipale de communication et de vulgarisation du projet, oui, mais il y a des groupes sociaux qui sont organisés. Lorsque le projet Biocap s'est réalisé, il y a, comment vous appelez ça, voilà, qui sont là pour, c'est l'œil du citoyen au plus près. Et ce sont ceux-là qui vulgarisent ce qui va se passer. Et ces relais-là existent encore. Et ce sont ces relais qui sont encore en train de travailler jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais dire de façon ramassée par rapport aux interrogations des uns des autres. Monsieur le modérateur, je vous remets la parole pour quelques précisions certaines. Merci, monsieur le maire, mesdames et messieurs. Nous souhaitons normalement, par rapport à notre agenda, nous arrêter là. Mais si je vois les mains souffrir, s'il y a des vocations tardives, on va en prendre deux autres. Madame, oui, madame, c'est madame. Madame Ornella Kwanga. Les plaintes des populations à Chinyambi. Bon, je pense qu'il y a une confusion entre le projet Biocap et les travaux que nous avons réalisés avec les subventions de la mairie. La route de Chinyambi, non, je dis la route de Saint-Quisito, ne rentre pas dans le projet Biocap. Il me semble que les populations, dès qu'elles voient les pavés, ils pensent au Biocap. Non. Les routes en pavé, comme je l'ai dit, vont être désormais vulgarisées dans toute la ville pour aménager nos quartiers. Le problème de Saint-Quisito, ce sont les amorces des ruelles. Nous avons noté cela et c'est vrai qu'il pleut et les populations sont dans un certain inconfort. Mais lorsque nous avons réalisé ces travaux, on s'est dit on va parler au plus pressé.
par rapport à nos budgets. Alors, les populations ont oublié, parce que là aussi c'est la mémoire sélective, hein. Les populations ont oublié comment était cette route-là avant qu'on ne mette les pavés. Est-ce qu'elle était praticable? Vous avez été là-bas avant la construction de la route en papier, madame? Non. Mais demandez à ceux-là qui se plaignent comment était la route. Ils se plaignaient plus parce qu'aucun taxi ne partait là-bas. Aujourd'hui, c'est vrai, ils ont quelques désagréments, mais ils ont souffert pendant plus de 15 ans, 20 ans avec une route cabossée qui patiente un peu, 1 an, 2 ans, avec ces eaux c'est vrai, qui gênent. Mais c'est ça aussi le problème de nos populations. Nous n'avons pas l'esprit citoyen. Parce que le problème qui se pose là-bas, ce n'est pas un problème difficile. Hein. Il suffit que les populations prennent la décision de faire le salon, prennent la terre, viennent remblayer un peu. Ils ont arrangé le problème puisqu'ils vont ramener le niveau de là où se trouvent les amorces vers la route. Parce qu'il y a une sorte de dénivelé. La route est maintenant en haut, eux ils sont en bas. C'est ça, non? Voilà. Et ça forme une cuvette. Mais avant même qu'on fasse cette route-là, les cuvettes, il y en avait partout dans ces ruelles. Les populations ne se sont pas, ne voyaient pas d'inconvénients. Mais ce n'est pas pour dire qu'on va les abandonner. Nous allons voir, parce que le maire de l'arrondissement 4 est là, il connaît le problème. Quand nous aurons la fortune qu'il faut, je pense qu'on peut peut-être commencer par des remblais avec le sable, pour essayer d'atténuer les eaux qui arrivent, parce que le sable, au moins, absorbe l'eau, en attendant que nous ayons la fortune nécessaire pour faire des amorces. C'est-à-dire que pour régler ce problème-là, il faut faire encore des pavés sur quelques mètres dans les ruelles qui sont concernées par les inondations là. Voilà, il faut faire des amorces. Et nous avons donné les instructions pour que les études soient faites, pour que les amorces soient faites, pour que ce même problème se pose aussi à Tiétié. Vous voyez la route qui contourne pratiquement le marché de la Liberté, qui rentre par là où habite le député Gaëtan Kodia. Il y a une route qui rentre comme ça, qui va ressortir sur ça s'appelle Molembo, je ne sais pas comment on l'appelle. Paul Tati et ressort sur la Liberté. Là aussi, on a un problème puisque les pavés sont là, surélevés et les parcelles sont restées en bas. Donc, ce sont tous ces problèmes-là que nous avons inventoriés et pour lesquels plutôt nous allons apporter des solutions. Mais au moins, on a réglé le problème de la circulation de tout le monde. Hier, c'était difficile que dans ces quartiers, que les taxis aillent. Aujourd'hui, ils peuvent arriver. Ça, c'est déjà quelque chose de réglé. Bon, mais le bac n'a pas que adressage et qu'on puisse à la mairie, la cassie, il y a côté congolais tout à Fana. Et biso qu'on a biso, adressage voilà, et il y a dit adressage, c'est-à-dire que pour dire ça en français, pour compter ma parcelle, pour appuyer ma côté ma ligne, il y a des gens qui ont boutique et qu'on puisse apprendre dans la mairie pour entretenir ma zéla autochtone. On peut s'arrêter là. C'est bien dit. Vous n'avez pas bien dit, s'il vous plaît. C'est bien dit. Monsieur le Président, j'aurais souhaité que. S'il vous plaît, monsieur Amédée, s'il vous plaît, c'est moi. Vous voulez la parole, vous demandez. Oui, c'est la proposition qu'on voulait faire. On voulait formuler. Non, ce qu'on va faire pour ça, un des techniciens fera une interview. Voilà, une interview pour donner, parce que sinon ça va être un peu redondant. Donc, au journal, parler en français, comment on va faire? Donc, au journal, machin, on va prendre juste ce mot. Non, je crois que mieux vaut qu'un technicien, lui par exemple, le communicateur, le point focal, bon, ils vont vous. L'un parlera en lingala, l'autre parlera en kitouba, et puis je crois que pour faire un peu le résumé de ce que nous sommes ici. Merci, Monsieur le Président. Vraiment, je ne souhaitais pas redonner la parole parce que nous avons ouvert une liste pour l'évocation tardive. Personne n'est intervenu. Là, vous revenez avec un doigt alors que vous avez parlé
exceptionnellement, nous allons prendre seulement votre intervention, je dis exceptionnellement. Oui, monsieur Denis. Merci, monsieur le prédicateur. Merci, monsieur le secrétaire. En fait, je ne reviens pas sur la question du jour. Mais comme tout le monde peut se rendre compte, nous sommes à 41 jours de la célébration officielle du centenaire de la ville de Pointe-Noire, monsieur le maire, que vous avez annoncé aux populations de la capitale économique. Où en est-on aujourd'hui avec les projets que vous avez évoqués il n'y a pas longtemps? Je pense que ça peut faire 2 semaines, notamment le monument du centenaire, le réaménagement de la place Antonetti, ex-rond-point Score, et beaucoup d'autres projets. À cela s'ajoute la contribution citoyenne des populations. Et vous avez eu la sagesse de dire, ce n'est pas à vous de gérer ces fonds, il y a un comité de gestion participatif des contribuables qui devait être mis en place. Donc, à 41 jours de ce centenaire de ce maire, où en est-on aujourd'hui sur les préparatifs de cette grande fête du 11 mai? Merci. Bon, vous avez raison. Hein. En fait, ce serait ma conclusion. On ne serait pas sorti ici sans qu'on ne parle de ce grand moment. Mais puisque vous avez posé la question, je vais rapidement y répondre. Bon, dans 41 jours, nous avons le centenaire. Le centenaire, c'est une célébration. Je vois dans la tête de nos populations une certaine confusion. Célébration du centenaire, réalisation des travaux de la ville de Pointe-Noire. C'est 2 événements qui sont, on va dire, peut-être pas antinomiques, mais qui sont différents. C'est vrai que lorsqu'on prépare un anniversaire, même quand c'est un anniversaire personnel, la première des choses, on se dit, bon, où est-ce que nous allons recevoir nos invités? On commence déjà à mettre un peu de propriété. Concernant la propriété, nous allons demander à tous ceux qui ont des maisons, tous les Congolais de Pointe-Noire, si véritablement le centenaire est leur fête, ils doivent rafraîchir leur lieu, leur maison, leur habitat, pour que la fête soit belle. Que si nous recevons des étrangers qui viennent nous rendre visite, qu'ils sentent qu'ils sont dans une ville en fête, parce que cette ville a revêtu une nouvelle robe. À côté de cela, il y a des investissements qui ne peuvent pas se faire, je suis d'accord avec vous, en 2 mois, 3 mois. Sinon, ce serait un bâclage qui ferait que quelques mois après, nous perdrons le bénéfice du centenaire. Parce que les populations vont commencer à constater que ce n'était que des châteaux de cartes. Mais à côté de cela aussi, il y a les moyens. C'est une fête qui a été déjà prise en main par le président de la République. Il faut même dire que l'événement nous échappe un peu, puisque c'est à un certain niveau désormais que les choses se règlent, même si nous sommes là. Tout dernièrement, le Premier ministre chef du gouvernement, accompagné d'une forte délégation des membres du gouvernement, le Premier ministre est venu pour recadrer et voir comment nous allons au mieux organiser cette fête. Il y a donc à faire le distinguo entre la municipalisation additionnelle, accélérée additionnellement, et la célébration du centenaire. C'est vrai que la célébration du centenaire fut une opportunité pour lancer, pour faire accepter cela par le grand décideur du pays. Mais les travaux du centenaire ne s'arrêteront pas en 2 mois. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la ville de Pointe-Noire, l'actuelle ville de Pointe-Noire, parce que pour le président de la République, il faut repenser Pointe-Noire. Donc, c'est des travaux, on va dire, de longue haleine. Mais nous allons commencer par ce qu'il faut, c'est-à-dire améliorer l'existant, et puis passer aux travaux structurants. Nous avons envoyé au gouvernement
un gros document comme ça, où il y a tout ce que nous voulons pour Pointe-Noire. Nous attendons simplement que, par rapport à la promesse du président de la République qui a dit que, sur la base d'un programme pluriannuel, nous pouvons aller progressivement vers l'amélioration des conditions de vie des Pointe-Noires et penser à une nouvelle ville qui peut être la même, mais restructurée. Hein, parce que, par exemple, quand on dit quartier Mouyosi aujourd'hui, on peut dire que c'est un nouveau quartier Mouyosi, puisque ça a été restructuré, tout est nouveau là-bas. Donc, nous sommes en train d'y travailler. Rien n'est perdu. Déjà, est-ce que vous allez faire un tour vers la gare? Ah. Si vous allez là-bas, vous allez voir que le rond-point de la gare, il y a maintenant des sols. Ça veut dire que le chantier pour le monument, ce chantier est déjà engagé. Nous allons avoir notre monument dans 2 mois. Parce qu'il faut qu'on le fasse selon les règles de l'art. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que le centenaire de Pointe-Noire ne s'arrête pas le 11 mai. Ce n'est pas comme l'anniversaire d'un individu. Il s'agit quand même d'une ville qui a toute une histoire. Il y a des événements qui se sont succédés après le 11 mai. Et toi, oui, même le 11 mai en réalité, c'est une date officielle. Le Pointe-Noire n'est pas créé le 11 mai, mais c'est la date où on a pris le premier décret pour dire la ville de Pointe-Noire. Mais la ville de Pointe-Noire a commencé avant. Donc, nous allons nous inscrire sur l'année du centenaire. Parce qu'il y a des périodes où Pointe-Noire a connu des moments importants jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc, nous allons nous inscrire dans l'année du centenaire, mais nous voulons que le 11, il y ait quand même quelque chose qui se passe. C'est pourquoi nous sommes en train de croiser les doigts pour que ce monument soit rapidement construit et achevé. Mais nous avons le colloque. Pour la réflexion sur la vie de Pointe-Noire de demain, nous ferons un colloque. Les scientifiques sont en train de travailler et nous sommes aussi là en train de croiser les doigts pour que ce colloque se fasse. Ce sera un grand moment de grande introspection, de réflexion sur la vie d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est aussi des événements, en dehors des événements culturels que nous souhaitons organiser. Le président de la République ne pourra venir ici que lorsque nous aurons commencé les vraies choses. Donc, le marché est en train d'être achevé. Nous ne pouvons pas faire venir le président pour venir inaugurer un marché inachevé. Donc, le gouvernement est en train d'y travailler. On est en train d'accélérer les choses. Nous avons la route, la porte d'entrée de Pointe-Noire par la route de l'aéroport qui part du club public en passant par Moueteli et arriver à Général de Gaulle. Là, le financement est déjà trouvé. Mais il reste le choix de l'entreprise. Et comme c'est des seuils qui ne sont pas les nôtres, parce que les seuils de passation de marché sont stratifiés. À partir du milliard, là-bas, ce n'est plus nous. Il faut regarder même avec les grands travaux. Donc, nous sommes en train de travailler avec les grands travaux pour que ce chantier-là commence, puisqu'il y a déjà de la ressource. Vous avez parlé du rond-point Place Antonetti, oui. Nous sommes en train de préparer les documents administratifs parce qu'il faut faire un marché, il faut faire un appel d'offres, peut-être pas ouvert, mais même restreint, pour qu'un choix soit fait et que la Direction générale de contrôle des marchés publics nous donne l'avis de non-objection qui peut nous permettre de demander à l'entreprise de commencer. C'est ce que nous avons fait pour la stèle de la place de la gare. Donc il y a toute une machine administrative qu'il faut mettre en œuvre. En dehors de cela, il faut savoir que nous avons conféré avec les entreprises ici. Nous avons fait de bonnes annonces. Nous avons ouvert un compte centenaire. Nous avons ouvert le compte au niveau de la banque postale. Et le comité de gestion est en train de se mettre en place. C'est le président de la Chambre de commerce
qui est en train de le structurer. D'ici lundi, nous allons certainement signer la note qui met en place le comité de gestion. Et nous avons écrit aux entreprises pour leur dire, bon, voilà les montants que chaque entreprise apporte sa contribution. Je pense que les lettres sont déjà arrivées, j'espère, monsieur le directeur de cabinet. Les lettres envoyées aux entreprises sont déjà parties. J'espère qu'on a pris un éventail d'entreprises, de toutes les entreprises de Pointe-Noire. Et même les boutiques, hein, il faut aller donner, même si on donne 5 000, c'est toujours bien. Donc, le processus est avancé. En ce qui concerne la collecte auprès des populations, nous avons dit que nous ne pouvons pas aller prendre 250 francs, mettre dans un sac et puis amener. Non. Si on fait comme ça, il y aura beaucoup d'évaporation et nous ne maîtriserons pas le processus. Nous avons travaillé avec MTN et Airtel, qui ont mis en place un mécanisme de dématérialisation, du genre mobile, Airtel, monnaie. Et ils ont mis, comme on appelle, toute une. Comment ils appellent ça leur technicité. Hein, oui, pour que, quand les citoyens vont commencer à donner, que ça aille dans le compte que nous avons ouvert à la banque postale. Personne ne touchera à 1 franc. Tout cela ira là-bas. À la fin de cette opération, on fera le point. Les entreprises ont cotisé tant, les citoyens ont cotisé tant. Voilà ce que nous avons fait. Voilà ce que nous avons fait. Mais en tout cas de façon transparente. Mais je ne serai même pas le président du comité de gestion. Le comité de gestion sera géré, je préfère que ce soit par une dame que j'ai déjà identifiée. Elle n'est pas journaliste. Donc voilà un peu à quel niveau on se trouve aujourd'hui. Mais oui, justement, nous attendions cette question-là. Ne raisonnez pas en termes de dans 41 jours. C'est tout un processus, c'est nous, et le contexte dans lequel nous réalisons ce centenaire est un contexte assez difficile. Mais quand on revient dans l'histoire de notre pays, ce n'est pas le premier centenaire que le Congo organise. Nous avons le centenaire de Brazzaville. Pour ceux qui étaient déjà à cette époque-là, ils peuvent s'apercevoir que le centenaire de Brazzaville n'a eu qu'un seul monument emblématique. C'est le point du centenaire. C'est pas ça. Mais le centenaire a eu lieu. Donc, nous pouvons avoir notre monument comme déjà monument emblématique du centenaire. Et le reste de ce qui va se poursuivre rentrera dans le cadre de la célébration du centenaire. Donc, il n'y a pas. Nous ne sommes pas en train de faire la course avec quelqu'un ou d'autres personnes, mais en tout cas, nous travaillons. Le gouvernement est conscient, le président de la République l'a dit urbi orbi, la parole présidentielle est sacrée. Donc, s'il n'avait pas envie de faire, il n'était pas obligé de dire je prends en main ce dossier. Et effectivement, il a pris en main ce dossier parce que nous voyons, est-ce que déjà, pour une affaire comme celle-là, vous avez déjà vu le nombre de ministres qui sont arrivés la dernière fois ici, je crois que vous étiez là, la presse, quand les ministres sont arrivés. Ils sont arrivés ici principalement pour le centenaire. Et c'est le président de la République qui leur a demandé de venir pour faire l'état des lieux et voir ce qui peut être fait. Nous nous sommes retrouvés, après la réunion du conseil des chercheurs, nous nous sommes retrouvés au siège du bord de Pointe-Noire. Là-bas, nous avons affiné la stratégie. Je n'ai pas envie de trop me lancer parce que après, ça sera plus comme argent comptant et demain, ce seraient des questions. Mais attendons, les choses vont avancer. Le gouvernement de la République est conscient que c'est une promesse faite par le chef. Et la parole du chef ne peut pas être désacralisée. Il faut être tranquille. Voilà ce que je peux répondre. Je crois qu'on a terminé. Oui, monsieur le maire, on a terminé. Mais, sauf si vous avez un mot de fin quand même. Mais qui va s'adresser aux journalistes. Voilà, vous avez bien fait, vous avez parlé du centenaire de la ville de Pointe-Noire. Mais ce centenaire doit être accompagné. Nous ne vous demandons pas de l'argent. Nous voulons que les organes de presse
qui sont nos partenaires, on va dire, traditionnels, puisque vous êtes là, que vous fassiez non seulement le relais de l'information tel que vous êtes en train de le faire, mais aussi faire des émissions, parce que 100 ans après, quelle est la mentalité qu'on doit inculquer au Monténégrin à partir de la 101e année de l'existence de la ville, c'est-à-dire après 100 ans. Parce que ce que nous observons, et ça doit être martelé, ce que nous observons, c'est que les mentalités des Monténégrins sont allées du positif au négatif. Parce que le Monténégrin des années 20, en passant par les années 60, et jusqu'à même aux années 80, n'est plus le même Monténégrin que nous voyons aujourd'hui. Le Monténégrin des années passées enlevait les ordures devant chez lui, balayait la ruelle, faisait de telle sorte que la route, son environnement soit sain. Mais le Congolais d'aujourd'hui n'est pas rare de voir celui qui mange son manioc venir jeter carrément devant son portail le maire Piscatoula, bon, sans savoir que quand ça va pourrir, les moustiques vont arriver, vont repartir chez lui, c'est lui qui va avoir le bac. Donc, il y a un comportement incivique de nos populations. Et le meilleur moyen pour vous de nous aider, c'est d'engager, on va dire, des émissions. Moi, j'apprécie bien notre ami Zingaman, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il avait une émission quand même qui... Bon, c'est vrai qu'il y avait un peu de zèle, mais les populations s'imprégnaient quand même de certaines choses qui se passaient tous les jours dans leur quartier. Et les comportements aussi, lorsqu'ils sont tout le temps décriés, les gens peuvent changer. Or, aujourd'hui, les gens n'écoutent que le langage de la violence légitime. Personne ne peut se lever le matin pour nettoyer sa vie. Les comportements de solidarité citoyenne n'existent plus. Observez seulement, bon, heureusement que, on va dire quelque chose malheureusement, la Covid est arrivée, on n'amène plus les corps à la maison. Et même, il y a toujours des veillées dans les quartiers. Vous voyez à côté d'une veillée, d'un grand frère, d'un fils qui est décédé, juste à côté là, il y a un bar qui renvoie des décibels, et les gens qui sont à la veillée sont là-bas, ils dansent et ils viennent ici à la veillée. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas dans ce pays. Le lien traditionnel que nous avons avec nos morts ne nous permet pas de faire comme ça. Mais la salubrité publique, c'est tout ça. Et ça, les journalistes que vous êtes des canaux importants. Parce que quand vous passez, j'ai remarqué, hein, lorsque vous passez par nos mares d'eau qui se prennent, ça fait beaucoup d'écho. Mais vous pouvez aussi faire le contraire. En même temps que vous prenez nos mares, prenez aussi des populations qui se comportent mal. Allez filmer les parcelles où les immondices sont même derrière la maison. Vous n'avez jamais vu ça? Derrière une maison où habitent les gens, il y a des immondices. Allez-y visiter un peu leur latrine. Vous allez voir. Mais vous aimez l'information croustillante. Là où on va attaquer les acteurs publics, c'est ça, parce que ça va mieux. L'eau salée doit mettre un titre qui peut attirer, puisqu'on doit payer. S'il met seulement, bon, on a fait l'autre. Non, même si on a fait l'autre. Ou s'ils ont mis le reste de l'argent. Et quand on dit une route est cabossée, là, le journal est vite acheté. Et donc, c'est ça. Vous aussi, vous êtes des commerçants. Plus des commerçants que des journalistes. Enfin, je ne vous attaque pas, parce que vous vivez de votre métier, mais quand même. Bon, voilà, donc, mon mot de fin, c'est nous avons besoin de vous pour que la mentalité des Monténégrins change. Aidez-nous à changer les Monténégrins. Voilà, c'est sur ces mots que je vous remercie de votre bien aimable attention.